Bonsoir, bienvenue donc à cette avant-dernière séance sur l'œuvre de Gehry. Nous nous rapprochons dangereusement de l'actualité dont je parlerai la semaine prochaine, notamment autour des bâtiments pour la Fondation Vuitton, mais aussi de quelques autres projets qui sont en train de mitonner dans l'agence de Venice, California. Aujourd'hui, je voulais parler de quelques projets avec lesquels Gehry aborde les questions de la musique, aborde les enjeux musicaux, les enjeux acoustiques, mais aussi en continuant à développer ses idées architecturales. Et je voudrais parler aussi de son rapport à la science au travers du Stata Center de MIT, un bâtiment complexe et très intéressant. Je voulais commencer en abordant une question plus générale qui consiste à se demander si Gehry n'a pas complètement, je dirais, fait son deuil de cette grande question qui a préoccupé l'architecture depuis très longtemps, peut-être depuis l'Antiquité, qui est la question des types de bâtiments, le classement des bâtiments selon des types à la fois fonctionnels et des types distributifs, des types spatiaux, une réflexion qui est jalonnée dans le corpus de l'architecture. Les architectes parmi vous le savent, par beaucoup de théories et beaucoup d'ouvrages destinés à l'édification, par exemple, des architectes. Dans le cas de la France, viennent à l'esprit les livres de Jacques-Nicolas Louis Durand, qui enseignait l'architecture, architecte et qui enseignait à l'école polytechnique, et qui a publié à la fois un cours d'architecture sur la méthode à suivre, et ce recueil est parallèle, fondé, vous le voyez, sur la comparaison des édifices de fonctions semblables et de formes proches, en l'occurrence ici les édifices religieux centrés. Cette réflexion sur les types et leurs composants, elle était centrale dans la doctrine enseignée à l'École des Beaux-Arts. C'est ce que montre à droite une page du manuel de Julien Azaïs-Gadet, qui a été le fondement de l'enseignement aux Beaux-Arts pendant pratiquement les 2 premiers tiers du XXe siècle, et qui a d'ailleurs été traduit aussi aux États-Unis. Les modernes, du côté des modernes, l'idée d'une codification des types architecturaux a été reprise et prolongée. C'est l'ouvrage le plus populaire de tous ceux publiés et vendus au XXe siècle, c'est cette Bauentwurfslehre d'Ernst Neufert, architecte allemand, ancien assistant de Walter Gropius pour la construction du Bauhaus de Dessau, et qui plus tard sera le bras droit d'Albert Speer pour organiser l'architecture industrielle du Troisième Reich. En 1936, Neufert publie cet ouvrage qui définit à la fois des types, ici des types d'assemblage des logements, de distribution des logements, mais aussi des types de plans, ne dédaignant pas une petite blague. On est en 1936 avec ce plan en croix gammée qui est plus là pour rire que sérieusement, mais il travaille aussi sur toutes les dimensions de ces éléments. Et ce livre, jusqu'à aujourd'hui, a connu 45 traductions et s'est vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Donc il y a une tradition du manuel d'un côté. De l'autre côté, eh bien, il y a une transformation, une longue série de projets dans lesquels les types fondamentaux des édifices de la ville, de la grande ville, se sont transformés. La bibliothèque du grand modèle de cette forêt habitée de livres et de lecteurs de la Brousse à la Bibliothèque nationale, jusqu'à ce cube mystérieux de la très grande bibliothèque, magnifique projet de Colas, sans doute inconstructible et peut-être s'il lui était plus poétique que celui dont nous sommes dotés. En matière de musée, je reviens aussi à ces transformations qui sont intervenues, et nous avons tous encore à l'esprit le Guggenheim de Bilbao, transformation du type du musée, établie de façon assez canonique par Schinkel avec l'Altes Museum, une rotonde et des galeries tout autour, si vous voulez, le Panthéon à l'intérieur d'un temple à Amp, puis la réflexion des modernes qui ne met pas en cause ces distributions, mais qui se pose des questions de présentation. Ce projet type très intéressant de Perret, élaboré
au sein de toutes les réflexions qui se font jour dans les années 30 à l'échelle européenne sur l'avenir du musée, le coup de l'échiquier que joue Frank Lloyd Wright avec le Guggenheim, en faisant du parcours qui était ici subordonné à la distribution rigide, qui était ici subordonné à ce système de galerie, du parcours en tant que tel, l'expérience de base autour de laquelle les œuvres n'ont qu'à s'accrocher en se tenant bien. Enfin, le Centre Pompidou, dans sa version initiale, sans doute plus complexe et plus intéressante que celle qui a été réalisée, comme souvent, dans un bâtiment dans lequel c'est le rêve futuriste des circulations suspendues à l'extérieur du bâtiment qui vient desservir ce rêve qui entoure un système de plancher censé permettre toutes les modifications. Donc Gehry à Bilbao arrive après tout cela et se situe ailleurs, puisqu'il ne part pas d'un a priori typologique, et c'est la règle dans tous les projets que l'on va voir aujourd'hui, il ne part pas d'un a priori typologique, sauf peut-être pour le Walt Disney Concert Hall, et il part en revanche d'une réflexion sans préjugés, sans a priori, sur les articulations du programme. Je pourrais aussi parler des bâtiments musicaux et théâtraux, et centrés autour de la salle, et garder à l'esprit, par exemple, ces deux plans, le plan de la Schauspielhaus de Schinkel à Berlin, cette salle qui est une salle très compacte, axiale, avec, vous voyez, un volume à peu près égal pour la scène et pour la salle, et très peu de déambulatoires. L'opéra de Garnier, où c'est le contraire, la salle, vous voyez ici la scène, la salle est ici, et les parties publiques sont, les foyers, les couloirs, les escaliers, sont presque équivalents en surface aux surfaces consacrées à la production et à la représentation des spectacles. Gehry intervient à la fin du XXe siècle où le lieu théâtral, le lieu musical ont été secoués par une série de révolutions. L'idée d'un théâtre total, d'un théâtre synthétique sur lequel Gropius, mais aussi Lissitzky ont travaillé dans les années 20. Et enfin, cet édifice musical exemplaire qu'est la Philharmonie de Scharoun à Berlin, qui sera au centre de la réflexion de Gehry. Donc voilà une espèce de structure typologique vis-à-vis de laquelle Gehry refuse au fond toute continuité, même s'il s'inspire beaucoup de la salle de Scharoun. Le premier lieu musical que Gehry conçoit dans les années 60, donc nous sommes quand même très proches du début de son activité. Je vous rappelle que le bâtiment de Hillcrest, dont l'immeuble Hillcrest date de 61, donc 5 ans après qu'il ait réétabli son agence à Los Angeles, c'est ce pavillon de musique qui est construit dans le Maryland, un pavillon construit en plein air et qui va le lancer à l'échelle nationale, puisque la première fois qu'un article sera publié dans le New York Times évoquant Gehry, c'est en 67 à propos de l'inauguration de ce lieu musical. De quoi s'agit-il? Ce pavillon de musique est financé par une richissime vice-présidente de l'orchestre national de l'Orchestre symphonique national de Washington, sur les terrains de la ville nouvelle de Columbia, Maryland, dont j'ai déjà parlé. Gehry élabore cette scène en plein air, vous le voyez ici. Elle comprend à la fois une partie consacrée à l'orchestre, un grand espace qui abrite le public, et elle s'étend à l'extérieur avec un nombre de places supplémentaires pour le public situé autour du bâtiment. Gehry note à ce moment-là que le problème était de créer un espace fortement sculpturé répondant aux attentes en termes de confort visuel et acoustique, et de le construire dans les délais à un prix très bas. Donc un programme trivial, et il va s'en sortir avec cette structure trapézoïdale dont l'ossature est en acier, qui est recouverte ici de pin de Douglas, et avec surtout un travail assez sophistiqué sur l'acoustique déjà. J'ai parlé des performances acoustiques que Gehry avait recherchées dans ses immeubles de bureaux, par exemple l'immeuble justement pour la Rouse Company à Columbia.
Gehry, à cette occasion, avait commencé à travailler avec un acousticien du nom de Christopher Jaffe, qui était basé à New York et qui sera un partenaire pendant extrêmement longtemps. Donc j'insiste sur cet aspect du travail de Gehry, qui est l'attention au recrutement des consultants les plus avancés dans le domaine des structures ou dans le domaine du son ici. Avec Jaffe, il va imaginer que ce bâtiment, dont la géométrie est déjà une géométrie assez étrange, c'est le moment où Gehry commence à déformer les formes orthogonales, donc la géométrie trapézoïdale est déjà assez étrange. Avec Jaffe, il va travailler à élaborer 3 systèmes sonores, un système qui va réverbérer le son autour de l'orchestre et le renvoyer vers la scène, un système ici sous la couverture, et puis un système qui prolonge d'enceinte qui renvoie les sons vers l'extérieur. Donc un travail très, très délicat. Dans le même temps, et c'est aussi très important, même si ce bâtiment semble aujourd'hui manquer un peu de grâce, c'est aussi le premier bâtiment de Gehry qui est absolument autonome dans le paysage. Tout ce que nous avons jusqu'à présent, à part la maison Davis à Malibu, sera construite en 1972. Donc pendant les années 60, c'est la première fois que Gehry place un bâtiment dans un paysage. Voici le plan à la fois de la partie publique et de la scène, et vous voyez ici l'impression que l'on a sous cette couverture et la vue vers la scène sous cette couverture métallique légère. Le bâtiment sera inauguré par un concert mouillé par une pluie battante, et le critique du New York Times dont j'ai déjà parlé, Harold Schoenberg, écrira que ce pavillon s'est révélé être un succès architectural et acoustique indiscutable, même pendant le déluge qui aurait pu faire que le son de l'orchestre soit plus amorti que d'habitude. L'acoustique était claire et bien définie, avec beaucoup d'élan depuis la scène, de bonnes basses et un degré de présence très inhabituel. Plus tard, il écrira à nouveau qu'il s'agissait de la meilleure enceinte, de la meilleure salle de concert en plein air des États-Unis. La réception positive de ce projet va amener Gehry à imaginer de travailler à nouveau avec Jaffe, et une nouvelle occasion se présente en 1970, lorsque Gehry est invité à refaire la coque du Hollywood Bowl qui avait été construite à la fin des années 20 sur un dessin de Lloyd Wright, le fils de Frank. Vous la voyez ici mise en scène pendant la guerre de façon assez psychédélique. Le Hollywood Bowl était donc un lieu de concert pour environ 18 000 personnes situé dans les montagnes de Hollywood et qui commençait à souffrir acoustiquement de son extension, mais aussi de la création d'une autoroute derrière. Donc il fallait intervenir, et Gehry est invité à le faire. Il le fera en 3 phases. Ici, des croquis très explicites. Dans un premier temps, il essayera de comprendre donc, ce qui se passait et de travailler avec la forme elle-même, sans grand résultat. Dans un deuxième temps, il insérera des tubes en carton, donc une grande invention. Souvenons-nous des meubles en carton de Gehry, qui a donc une relation affective et artistique assez forte avec ce matériau. Et la troisième solution sera l'insertion de sphères en fibre de verre, ici, qui amélioreront encore les performances du lieu. Donc c'est une expérience très intéressante. Je n'entre pas dans tous les détails du travail qui nous montre Gehry étudier toutes les solutions possibles pour disposer ces tubes verticalement, horizontalement. C'est un processus expérimental qu'il mène sous forme de maquette et en liaison avec Jaffe. Voilà le résultat final, l'installation de ces tubes qui étaient utilisés en fait comme coffrage pour couler des colonnes en béton, notamment dans les ouvrages tels que des parkings ou des bretelles d'autoroute, donc un matériau extrêmement peu cher, qui du coup peut être remplacé après chaque saison s'il a été mouillé par la pluie, et qui va permettre d'améliorer considérablement les qualités du lieu. Nous voyons ici alors deux des partenaires très importants
pour ce projet et pour la suite. En haut, Jaffe, l'acousticien, avec qui Gary va élaborer un grand nombre de solutions expérimentales, qui sont des solutions que Jaffe calcule tant bien que mal, mais les ordinateurs étaient à peine en train d'apparaître dans les bureaux des acousticiens à l'époque. Tout a changé depuis. Donc Jaffe en haut, et ici Ernst Fleischmann, qui était le directeur du Los Angeles Philharmonic, grâce à qui Gary obtient la commande sur la base du succès du projet de Columbia et qui restera son maître d'ouvrage pour le Walt Disney Concert Hall. Donc c'est un lien très fort qui se construit à ce moment-là et qui va aboutir à la création de, bon, vous voyez, d'un dispositif qui masque la coque de Lloyd Wright, mais qui, on le comprend ici, permet améliore considérablement l'émission du son et sa diffusion latérale. Donc c'est un projet très réussi et très largement salué. Le Los Angeles Times, cette fois-ci, considère, je cite, lors du premier concert, la qualité du son est remarquable pour un espace extérieur aussi grand, je le remontre, que le Hollywood Bowl. Les musiciens de l'orchestre trouvent que leur travail est plus facile et Joseph Cripps, le chef d'orchestre habituel des concerts d'ouverture, considère que c'est la meilleure salle en plein air qu'il ait jamais connue. Mais tout ceci ne suffit pas et Gary va travailler sur une autre hypothèse que vous voyez ici, hypothèse dans laquelle il insère des sphères qui vont encore améliorer à la fois l'absorption et la réverbération du son et qui resteront en place pratiquement pendant 25 ans jusqu'à ce qu'un nouveau dispositif soit adopté. La solution avec les tubes fonctionnera très bien. Encore une fois, les tubes étaient faciles à remplacer, étaient faciles à redéployer. C'était une invention extrêmement efficace. Un troisième projet différent, plus complexe que les deux précédents, c'est un projet réalisé à Concord, dans le nord de la Californie, à l'est de San Francisco, pour un centre d'art. Donc nous allons un peu plus d'Arsenic, on va un peu plus loin que la musique ici. C'est un paysage naturel assez beau, dans lequel, donc vous voyez la maquette ici, dans lequel ce bâtiment est posé. Vous voyez que l'abri, toujours en métal, couvert de plaques de béton, cette fois, est un abri moins bricolé, je dirais, que le premier, qui avait été fait très vite, plus médité, et qu'il y a aussi une espèce d'un travail très raffiné sur les nivellements, sur l'inscription de cette salle dans un paysage remanié. Initialement, Gary, et vous le voyez ici, sur cette perspective qui nous montre cette grande couverture, cette grande table métallique au milieu de ce cratère. Initialement, Gary voulait travailler avec Robert Smithson, l'artiste, mais celui-ci, avec qui il a eu une première conversation en juin 1973, mais celui-ci a eu le mauvais goût de se tuer dans un accident d'avion. Et donc Gary s'est retrouvé seul, sans Smithson, mais heureusement avec un paysagiste de bonne qualité, Peter Walker, avec qui il avait déjà travaillé. C'est avec Peter Walker qu'il va mettre au point ce projet. Donc une table de métal d'à peu près 60 mètres par 60 qui permet d'accrocher, vous le voyez ici, toute la technique et qui plane au-dessus de la scène et des premières rangées de gradins et qui le public pouvant s'étendre aussi à l'extérieur. À nouveau ici, et j'insiste sur cette interaction, Gary recrute pour le projet Christopher Jaffe qui élabore des solutions pour chacun des problèmes que ce genre de lieu peut poser. À la source même de la musique, il crée autour de la fosse d'orchestre une espèce de fossé acoustique avec de l'eau qui permet d'amplifier le son. Il met ensuite en place un système qu'il dénomme résonance assistée,
par un système de renforcement électronique du son qui permet d'ajuster les fréquences en fonction du type de musique et du type de public. Donc ici, ce centre qui était censé opérer pour différents types de spectacles va se révéler un instrument effectivement flexible et efficace à la fois pour les 3000 spectateurs à l'intérieur du bâtiment lui-même et pour les 6000 situés sur l'herbe tout autour. Donc un travail réussi à nouveau et salué très fortement par les critiques de musique. C'est aussi un projet qui est la première occasion, et je ne montre pas le détail ici, mais c'est aussi la première occasion pour Gehry d'utiliser le grillage qui deviendra un élément important dans le projet pour sa maison. C'est sur ce terrain qu'il a l'idée, dans un dialogue avec Peter Walker, de déployer véritablement ce grillage à l'extérieur. Grand projet à Los Angeles, non pas pour Walt Disney qui est mort, mais pour, si vous voulez, la famille, ou je dirais la réputation de Disney au sens large, puisque Lillian Disney, que vous voyez ici dans les années 30, sera largement engagée pour créer ce projet. C'est en effet grâce à un don de 50 millions de dollars effectué en 1987 pour reloger l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles que Gehry réalisera difficilement, après 14 ans d'efforts, la salle de concert Walt Disney. Mais je reviens au premier projet que Gehry réalise pour Disney, et qui est aussi son premier projet achevé à Paris, qu'il n'aime pas beaucoup, mais qui me semble avoir quelque intérêt quand même. En 1992, Gehry a inauguré cette annexe du parc de Disneyland, ou plutôt cette jonction entre le parc de Disneyland et la zone hôtelière. Disney, arrivant en Europe et à Paris notamment, avait peur que son architecture triviale et commerciale soit mal perçue, et c'était aussi un moment où des questions de qualité architecturale commençaient à se poser pour eux, et ils ont donc recruté Gehry, Michael Graves, Bob Stern ici, il fallait un Français, ce fut Antoine Grumbach, Antoine Prédoc, pour réaliser des hôtels, évidemment, sans leur demander une seconde de travailler sur le parc lui-même. Et le projet que Gehry a élaboré est un projet intéressant dans lequel je vois une sorte de réflexion sur la Main Street américaine. Vous voyez de quoi il s'agit? Il s'agit de créer un cheminement et dans le même temps de traiter, de digérer ces deux gigantesques baleines que sont le spectacle de Buffalo Bill, d'autres spectacles et restaurants et des boutiques. Et donc, c'est une sorte de voie urbaine dans laquelle, comme il l'avait fait avec le Santa Monica Place, il résiste fortement, en tout cas dans un premier temps, à l'invasion des signes et des messages de marque de Disney pour privilégier l'ordonnance de ces grandes colonnes enveloppées de tuiles de métal. C'est un projet que j'ai toujours trouvé intéressant, bien que fort simple. Voici un croquis de développement qui nous montre l'idée d'avoir d'abord une grande toiture, ce qui le rapproche de ce que l'on vient de voir. Puis progressivement, cette toiture va disparaître et sera remplacée, surtout le soir, par une sorte de toiture virtuelle qui est donnée par ces systèmes d'éclairage ponctuel, vous voyez, qui créent une espèce de voûte lumineuse sous laquelle une Main Street de ville contemporaine, et pas la Main Street pittoresque et nostalgique du parc de Disney, est recréée. L'effet était assez efficace, l'ensemble a moyennement vieilli. Il nous renvoie à nouveau, évidemment, à la réflexion venturienne sur l'abri décoré et sur le canard. Ici, je dirais que le canard, comme on l'a vu à Minneapolis, le canard tend à prendre le dessus, c'est-à-dire ses formes très singulières tendent à prendre le dessus sur le système des signes, peut-être pas la nuit, et c'est là peut-être l'intérêt de ce bâtiment, d'avoir un visage diurne, de cet ensemble, un visage diurne et un visage nocturne.
Retournons à Los Angeles. Quelle était la situation? Dans les années 60, Los Angeles avait construit une espèce d'équivalent modeste du Lincoln Center à New York, qui était le Music Center, avec ses deux salles de concert, notamment ici le Dorothy Chandler Pavilion, construit en hommage à une des bienfaitrices, Buff Chandler, que vous voyez sur cette couverture de Time Magazine, avec le carton à chapeau du bâtiment devant elle. Nous sommes ici dans le centre de Los Angeles. Regardons la photo aérienne. Voilà le Dorothy Chandler Pavilion, le Hollywood Freeway qui passe derrière. La mairie de Los Angeles est ici. Le terrain du Walt Disney Concert Hall est là. Et vous voyez que l'ensemble était très largement entouré de parkings à l'époque. Plus tard, ce parking sera remplacé par la cathédrale de Raphaël Moneo que l'on trouve ici. Donc, reloger le Los Angeles Philharmonic était une question difficile. Un concours est organisé auquel plusieurs projets sont rendus, que je vous montre ici. Des projets qui tous vont dans le sens, pour deux d'entre eux dans le sens d'une certaine fragmentation, qui semblent déjà avoir assimilé certaines des contributions de Gehry dans la ville, mais les assimile selon un langage qui est encore celui du postmodernisme du début des années 80. Hans Hollein ici, James Sterling, c'est un de ses derniers projets ici, avec, vous voyez, cette salle cylindrique et des périphéries qui sont très généreuses, des locaux annexes très généreux, et ici l'étrange projet de Gottfried Böhm, qui est une espèce de coupole qui me fait personnellement penser à celle des bases de V2, non pas par anti-germanisme, cette idée ne me vient pas par anti-germanisme, mais je ne peux pas détacher mon esprit de ces grandes coupoles comme celle d'Epperleck, construite pour lancer des V2 à la fin de la guerre. Gehry gagne, et vous voyez qu'il est fort heureux. Il remporte ce concours, et c'est une revanche évidemment sur son échec, je dirais même son exclusion du concours pour le MoCA, pour le musée d'art contemporain. Il remporte ce concours et il commence à travailler sur ce projet. Il remporte ce concours avec un projet assez, rétrospectivement, assez étonnant et finalement assez problématique. Vous voyez de quoi il s'agissait. Voilà la forme de la partie principale de la salle. Ici, un des croquis qui nous montre qu'il commence à réfléchir sur des solutions de salle avec des volets de gradins annexes en pensant à Berlin. Ici, vous voyez donc cette idée d'une salle faite d'un empilement de volumes adossé à une grande serre. Rapidement, ce projet, qui est le projet lauréat du concours, est abandonné et il commence à travailler sur d'autres hypothèses. Vous voyez notamment ici des hypothèses dans lesquelles le bâtiment entre dans une espèce de processus d'efflorescence. Vous le voyez dans ces croquis qui le montrent en relation avec les gratte-ciels construits à côté. Vous voyez que ce bâtiment entre dans une sorte d'ébullition, d'effervescence et finalement d'efflorescence qui voit une espèce de système floral sortir de la gangue des éléments beaucoup plus durs qui sont devant. Mais ce chemin est un chemin assez long et il passe par plusieurs étapes. La première, qui est presque indépendante par rapport au reste du projet, ce qui explique certains des aspects intéressants et certains des aspects problématiques du bâtiment aujourd'hui, c'est le travail sur la salle elle-même. La salle elle-même qui, de façon évidemment pas typique pour Gehry, mais très typique pour ces bâtiments musicaux, c'est un volume symétrique. Les pavillons que nous avons vus jusqu'à présent étaient tous symétriques, même si pour le Hollywood Bowl, les volets de gradins ne l'étaient pas nécessairement compte tenu du terrain. Donc vous voyez ici ce travail sur la salle, le rapport entre la scène et entre le plateau et la salle elle-même, la diversification de la salle, la création de salles, je dirais presque de salles annexes, ou en tout cas d'extension de la salle. C'est un travail qui se fait en maquette, à peu près indépendant initialement de tout travail acoustique et qui va véritablement mobiliser l'agence pendant longtemps.
le point de départ de la solution finale, c'était la Philharmonie de Berlin que Gehry visite dans cette période, travaillant sur des projets berlinois, et notamment ce système imaginé par Scharoun d'une salle qui est en général présenté comme étant fondé sur un principe de vignoble, d'un vignoble avec ses rangées de vignes et ses murs de soutènement créant de petits îlots, de petites sections à l'intérieur de la salle, par contraste avec une logique qui serait une logique unitaire, et les créant tout autour de l'orchestre. Donc c'est, comme le montre le croquis de droite, qui n'est malheureusement pas daté, vous voyez cette idée des gradins qui gravitent autour du plateau. C'est comme ça que Gehry va commencer à travailler. Tout ceci aboutit à un deuxième projet, vous le voyez, dans lequel, au début des années 90, dans lequel l'efflorescence graphique des croquis se traduit dans des volumes plaqués de pierre. Donc c'est un projet qui va immédiatement poser des problèmes dès lors qu'il sera que l'agence de Gehry, le maître d'ouvrage, s'efforcera de le faire évaluer. Les premières évaluations des entreprises seront triples ou quadruples par rapport au budget théorique, et une crise absolument dramatique s'ensuivra. Une crise qui sera accentuée plus tard par les effets du tremblement de terre de 1994 qui conduira à renforcer les ossatures métalliques et qui aboutira à ce que le projet soit suspendu. Mais ce qui est important, entre cette version du projet avec ces murs courbes, ces surfaces courbes de pierre, et la version suivante où nous trouvons les mêmes, mais sans doute plus efflorescents, plus ouverts encore, et quelques surfaces métalliques, c'est l'arrivée de l'informatique. C'est en effet la frustration de Gehry devant l'incompréhension que rencontre son projet auprès des entreprises qui va le conduire à introduire l'informatique dans l'agence. Et c'est pour travailler sur ce projet qu'il va recruter le Jim Glimpf, qui va être le principal introducteur de CATIA dans l'agence. Donc ce projet est décisif dans le tournant numérique. Il est rattrapé sur la planche à dessin, si je puis dire, ou plutôt sur les écrans et sur les claviers, par le Guggenheim de Bilbao, dont l'étude commence en 1991. Et donc il est intéressant de voir comment, à cause de sa longue durée, qu'est-ce que c'est que 15 ans pour faire un bâtiment à côté des 150 ans de Saint-Pierre de Rome, ça n'est pas grand-chose. C'est un bâtiment qui se fait dans une durée quand même très, très ramassée, mais malgré tout, cette durée, elle est pleine d'effets de seuil, de transformations, de crises, et surtout, le projet se ressent des projets conduits en parallèle et de manière plus rapide qui ont un effet en retour sur l'étude. Donc, le projet se développe avec toujours de la pierre, mais le revêtement de pierre finit par devenir beaucoup trop coûteux. Je montre au passage cette image de voilier qui est une image que Gehry, navigateur impénitent, avait à l'esprit très, très clairement, le défi consistant à faire des voiles en pierre. Ce voilier est toujours une image présente pour la Fondation Vuitton aujourd'hui. Ici, je crois qu'on le comprend bien, on le comprend encore mieux peut-être quand on regarde cette espèce de dimension flexible et textile de la variante suivante, qui est la variante finale, dans laquelle le revêtement en acier a investi tout le bâtiment. Donc vous voyez ce glissement de la pierre en 3 étapes, de la pierre mixte et métal. Évidemment, cette variante en métal est rendue possible par l'expérience de Bilbao, qui est une expérience de calcul, de dessin et de construction avec le métal. Curieusement, ce projet est aussi un effet de l'effet Bilbao. Le succès de Gehry à Bilbao fait, dans une certaine mesure, honte aux officiels de Los Angeles. Et le maire de l'époque, Richard Riordan, qui jouait au hockey avec Frank et donc le connaissait bien, se décide à aller voir en 1997
Eli Broad, dont j'ai déjà parlé, vous vous souvenez de sa maison à moitié ratée, va voir Broad qui lui demande de monter une campagne pour trouver des fonds, ce qui est entrepris. Walt Disney, dirigé à l'époque par Michael Eisner, donnant 25 millions de dollars. Au total, le bâtiment coûtera non pas 50 comme initialement prévu, mais 200. C'est donc une opération très complexe, très difficile financièrement pour Gehry, qui doit porter le coût de ses études, puisqu'il a recommencé le projet souvent, et qui finira aussi par être aidé par la famille Disney. Donc en tout cas, vous voyez comment le projet statique pyramidal des débuts est devenu un projet assez exubérant, orienté vers le haut, et dans lequel le travail sur la salle est un travail très complexe, entrepris avec un acousticien japonais qui s'appelle Toyota, Yasuhisa Toyota, d'une entreprise, d'un bureau d'études qui s'est dénommé Nagata Acoustics, qui va devenir depuis ce moment-là le grand partenaire de Gehry en matière d'acoustique, pendant que Jaffe, dont j'ai parlé, continue sa carrière et publie un bon livre sur l'acoustique architecturale. Donc vous voyez ici la maquette de la salle, une salle symétrique, l'effet de vignoble dont j'ai parlé, un effet de voile, un dessin de voile extrêmement intéressant aussi à l'intérieur. La voile n'est pas qu'un effet extérieur. Le dessin de l'orgue est aussi un dessin de Gehry, et vous voyez comme cette proximité assez extraordinaire d'une grande partie de la salle avec l'orchestre. Le projet est conçu et passé, si je puis dire, à l'informatique. Vous voyez ici un dessin de la structure qui est très proche dans ses aspects, je dirais presque... oui, j'ose pas utiliser le terme de bricolage, mais dans son aspect informel, de Bilbao, et qui est ensuite, cette structure primaire est ensuite couverte avec les mêmes techniques. On voit ici, j'en parlais la semaine dernière avec un des auditeurs, on voit aussi que Gehry n'appartient pas à cette école du rationalisme structurel qui s'est formée en France dans le sillage de Viollet-le-Duc, à laquelle appartient Perret, à laquelle appartient aussi dans une certaine mesure Le Corbusier, à laquelle appartient aux États-Unis quelqu'un comme Louis Kahn. Gehry n'a absolument pas le culte de la belle structure ou de la structure rationnelle en tant que telle, qui pourrait être une œuvre d'art si on la laissait tout seul sans revêtement. Ça n'est pas sa préoccupation. Et je dirais que c'est sans doute l'effet de son expérience et de sa familiarité avec la structure, avec la charpente en bois de ses premières maisons, avec le balloon frame de Los Angeles, qui est un mode de construction extrêmement flexible, facile, permettant toutes les gesticulations. C'est cette expérience à laquelle il a toujours adhéré, en définitive, même en utilisant l'acier dans des bâtiments plus grands. Regardons un instant le plan. Voici l'entrée ici sur Grand Avenue. Vous voyez donc l'entrée principale, la salle elle-même, placée sur la diagonale de la parcelle, quelques locaux annexes qui sont des foyers, notamment ceux où les mécènes du centre vont boire un verre de mousseux à l'entracte. Et vous voyez surtout l'extraordinaire exiguïté des circulations autour de la salle, puisque le bâtiment s'arrête à peu près là. Vous voyez que nous avons affaire à des sortes de couloirs et qu'à aucun moment on ne trouve un escalier comme celui de l'Opéra de Paris ou un foyer comme ceux des grands théâtres européens ou des théâtres américains. C'est un bâtiment dans lequel la partie musicale, si je la compare à un violon, est extrêmement à l'étroit à l'intérieur de son étui. Le projet a dû être rétréci pour pouvoir être finalement réalisé. Et je dirais que l'espace public le plus généreux, que l'on ne voit pas ici, puisqu'il débouche là, c'est sans doute l'entrée du parking. C'est logique à Los Angeles. L'entrée du parking a une grandeur qui ne permet pas d'anticiper la médiocrité des espaces intérieurs ensuite, à l'extérieur, des espaces intérieurs extérieurs à la salle. Donc voici le bâtiment sur Grand Avenue. Vous voyez le coin du Musical Center ici, le Dorothy Chandler Pavilion dans l'autre sens
et le bâtiment. Donc on retrouve très bien, je crois, l'effet que Gehry cherchait à atteindre dans ses premiers croquis, cette espèce de fleur posée au pied des gratte-ciel. Et vous voyez la vue depuis le sud, le long de Grand Avenue, avec cette explosion métallique à l'intérieur de laquelle, je le répète, les espaces de circulation sont assez... Vous voyez ici, l'expérience de la sortie du parking est une assez belle expérience. Ailleurs, il y a une sorte d'effet de compression sous les mezzanines et sous les retombées diverses du bâtiment, qui n'est pas toujours très, très réussi. La salle elle-même, la voici avec son orgue, et qui est une salle qui a une excellente acoustique, à la fois pour la musique de chambre et pour des pièces absolument monumentales. Je me souviens d'un Requiem de Berlioz qui était extrêmement efficace, parfaitement audible et très nuancé à l'intérieur de ce volume. Vous voyez aussi que tous les appareillages, l'éclairage et tous les systèmes techniques divers ont été assez bien enveloppés dans les voiles en haut. Enfin, dernier aspect intéressant, c'est ce qui se passe autour du bâtiment. Je reviens au plan. Ce qui se passe autour du bâtiment, en périphérie, il n'y a pas de foyer pour l'entracte, et donc ce que le climat de Los Angeles permet, c'est de sortir à l'extérieur et de faire le tour du bâtiment à l'entracte. Et je pense que c'est une des sources. Cette expérience de la promenade autour du bâtiment lui-même dans ce jardin, possible assez souvent dans un climat désertique comme celui de la Californie du Sud, est à l'origine de l'idée des terrasses de la Fondation Vuitton, couvertes par des voiles en verre. Nous sommes à Paris où il pleut souvent et où il fait plus froid. Et donc cette idée d'un bâtiment que l'on puisse parcourir à l'extérieur, dont on puisse faire le tour, est à mon avis une idée féconde, une retombée féconde du projet Disney. Un dernier projet qui a trait à la musique et qui honore un musicien, c'est un projet assez bizarre. C'est le projet Experience Music, qui est une sorte de mausolée à Jimi Hendrix, à Seattle, ville dont Jimi était originaire. Un projet financé par Paul Allen, qui est un des fondateurs de Microsoft, et vous voyez, considéré comme pas moins que l'Américain le plus charitable en 2012. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. En tout cas, Allen a financé complètement cet étrange bâtiment que Herbert Muschamp, le critique d'architecture du New York Times à l'époque, considérera comme quelque chose qui aurait rampé en dehors de l'océan, se serait retourné sur le dos et serait mort. Donc l'idée d'un espèce d'animal marin. Et en fait, c'est un bâtiment intéressant dans lequel il s'agit d'une série de salles évoquant les épisodes de la vie de Hendrix, permettant d'écouter diverses formes de son. Donc ce n'est pas une salle de concert, c'est un lieu où le son ou la musique et le guide, contrairement à un musée, guide le parcours. Donc voilà le volume extérieur. Voilà la situation en dessous de la Space Needle qui avait été le fleuron de l'exposition universelle de Seattle, je crois, en 1962. Je ne me souviens plus de la date, je n'y étais pas. Et vous voyez que ce bâtiment a été construit sur un monorail, englobe le monorail qui permettait de faire le tour de l'exposition et qui existe encore aujourd'hui. Gehry le dessine à nouveau comme une espèce d'agglomération. Ici, la fragmentation du bâtiment correspond à celle des salles, d'agglomération de formes qui sont des formes flexibles, quasi organiques, comme le montrent ces différentes maquettes. Vous voyez ici, on est dans l'ordre de la juxtaposition d'espèces de paquets posés les uns à côté des autres. Ici, l'ensemble devient plus fluide et finalement, nous voyons apparaître des formes continues qui sont soulignées par ces espèces de bandes accrochées autour. Une source pour tout cela, ce que Gehry utilisera, c'est celle de la guitare écrasée, de la guitare cassée en 1000 morceaux. Ce bâtiment peut être conçu comme une guitare cassée, mais il y a aussi une autre source sur laquelle j'attire votre attention, en vous montrant cette forme qui est une forme de tête de cheval
qui a migré de projet en projet jusqu'à venir mourir à Seattle. Cette tête de cheval, on la trouve en effet dans le projet de la maison Lewis que Gehry a étudié pendant 6 ans. On la trouve ici, cette forme qui enveloppe un des salons de la maison en tête de cheval, qui était censée ici être construite avec une ossature de bois. On la trouve aussi à Berlin, où elle forme la salle de conférence de la Deutsche Landesbank, couverte par une très belle structure de Jürgen Schleich, dont à l'intérieur de ce bâtiment, par ailleurs très sage, il y a cette salle très chaude dans son revêtement de bois et avec cette forme de tuile. Et elle me permet d'évoquer une autre relation de Gehry avec l'histoire de l'art, en l'occurrence. J'ai parlé du Bernin la dernière fois. Voici une maquette de cette salle et un des célèbres pleurants de la tombe de Philippe le Hardy, réalisé par un sculpteur d'origine néerlandaise, Sluter, à la fin du XVe siècle. La relation n'est pas abusive puisque Gehry était passé par Dijon en 1994 avant de travailler sur ce projet, et avant de travailler sur le projet de Berlin et sur le projet de Seattle, et qu'il avait vu le tombeau de Philippe le Hardy. Donc là, nous voyons, ces statues sont très petites en réalité, très petites, mais nous voyons comment le drapé du capuchon, regardez cette ouverture, et la forme générale du capuchon est déplacée ici pour rencontrer la morphologie de la tête de cheval. Le projet de Seattle est aussi un projet numérique, et vous voyez que c'est un projet dans lequel, cette fois, la structure est beaucoup plus élaborée. La structure n'est pas une structure ad hoc de ferme de métal, mais nous voyons ici ces couples, j'utilise le terme de couple qui vient de la construction navale ou la construction aérienne, sont utilisés pour former la structure sur laquelle ensuite les tuiles de métal, en l'occurrence ici de métal laqué, seront placées. Vous voyez comment l'informatique permet à la fois de simuler les éléments, de représenter les éléments porteurs principaux, les éléments secondaires, et aussi de visualiser les efforts, de visualiser la souffrance du métal. Voilà une image du parcours, donc un parcours qui va de salle en salle et d'expérience musicale en expérience musicale avec des hauteurs variables. L'intérieur, on y retrouve des accumulations de guitares, pour parler comme Armand. On y retrouve aussi un paysage assez intéressant d'anfractuosité de canyon, dans lequel Gehry travaille sur ce qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire l'interaction entre les formes. On voit aussi comment ces grandes structures permettent de créer des volumes sur plus grande hauteur. Sur ce canyon vu d'en haut, ici les accès, c'est une espèce de grotte colorée et musicale qui est tout à fait extraordinaire. Alors, dernier projet pour aujourd'hui, c'est le projet du centre Stata pour l'informatique, l'information et les sciences de l'intelligence à MIT. C'est un projet important qui va mobiliser Gehry pendant 6 ans et pendant lequel il va travailler de manière très étroite avec les scientifiques. C'est un des projets dans lequel, encore une fois, en dépit de ce que la première image spontanée peut nous dire, nous donnant l'impression d'un bâtiment un peu capricieux, sorti un peu de nulle part. En fait, c'est un projet extrêmement étudié au plus proche des attentes des chercheurs, représentés par l'un d'entre eux, qui va accompagner, avec qui j'ai visité dans le détail le bâtiment, qui va guider le projet. Ray Stata est un pionnier de l'industrie informatique et donc un mécène, le fondateur d'une entreprise qui s'appelait Analog, et c'est son nom qui est donné à ce bâtiment. Cadrons les choses un peu plus largement. Voici le campus de MIT, la Charles River. Nous voyons ici le bâtiment principal de Wells Bosworth, l'architecte du centre américain, comme vous le savez. Une tour ici que l'on voit en biais qui a été construite par AMPay, l'agence de AMPay. Le bâtiment de Gehry se trouve ici. Vous voyez une chose importante, c'est que beaucoup de ces bâtiments du MIT sont des bâtiments linéaires, sont des bâtiments longitudinaux, et l'institution elle-même se définit largement par son long couloir ici qui relie
Massachusetts Avenue est l'entrée principale, aux profondeurs du campus. Ce couloir de très exactement 762 pieds de longueur, c'est-à-dire à peu près combien 760 x 3, ça fait à peu près 200 mètres, un peu plus de 200 mètres de longueur, qui fait penser, et qui a un peu la même fonction, en est-il dérivé, je n'en sais rien, au couloir de la Sorbonne de Paul Nénaud. En l'occurrence, Gary est invité à travailler sur l'emplacement d'un bâtiment très important dans l'histoire des interactions entre la science et la défense. Ce bâtiment, c'est le bâtiment 20, intitulé également le RAD Lab, ou pour Radiation Lab, où pendant la guerre, 4000 ingénieurs ont travaillé à mettre au point des radars performants. Donc voilà ce bâtiment tel qu'il était dans les années 40. Ce bâtiment était plein d'amiante et ne fonctionnait plus, n'avait plus la flexibilité attendue pour les travaux d'équipes opérant de manière très très différente. MIT jusque-là, tous les bâtiments que MIT avait faits étaient sur ce modèle de ces barres avec un couloir central, un côté large avec les labos et un côté étroit avec les bureaux. Donc si on revient sur le campus, on trouve énormément de bâtiments qui participent de ce principe qui peut permettre de faire des bâtiments en L, en U ou des bâtiments linéaires. Évidemment, ça ne plaisait guère à Gary qui va subvertir le plan masse qui avait été fait pour une nouvelle institution et proposer autre chose. Cette nouvelle institution qui va devenir le Stata Center était fondée sur la fusion du laboratoire, je le dis en anglais, du Laboratory for Computer Science and the Artificial Intelligence, du Laboratory for Information and Decision Systems, et en plus de la section de linguistique et de philosophie de MIT. L'idée étant de mettre ensemble, et vous comprenez qu'il s'agit que là, il ne s'agit pas d'une question d'immobilier ou d'une question d'architecture, mais d'une question scientifique très importante, de générer des interactions entre le travail sur les ordinateurs, notamment le travail sur la technologie des machines elles-mêmes, le travail sur l'intelligence artificielle et la réflexion sur la symbolisation, sur le langage et la théorie de tout cela. Donc un projet très avancé, supposant des interactions entre équipes adjacentes. Et donc Gary va commencer à travailler à sa manière. Et vous voyez ici toute une série d'étapes dans la mise au point sur ce terrain, dans le développement des assemblages entre ces différentes composantes. La manière la plus triviale ici, un peu moins triviale avec un bâtiment central, puis des interrelations qui correspondent assez à celles qu'il avait créées pour ces maisons du milieu des années 80, et puis finalement des empilements plus complexes qui aboutissent à créer une forme extrêmement compacte, mais quand même connectée par les niveaux bas au reste du campus. Voilà ici une solution déjà plus élaborée. Vous voyez progressivement un empilement de locaux se faire avec l'idée de deux émergences verticales et dans le même temps des connexions horizontales qu'on ne voit pas ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir, de suivre le travail que Gary va faire avec les scientifiques. Il va les interroger de manière assez maligne en leur demandant de décrire quel serait leur espace de travail idéal. Et ils vont tous décrire le bureau qu'ils ont déjà. Donc il va aller au-delà, prendre les commandes et leur proposer différents systèmes, jouant notamment à la fois sur l'intérieur des bureaux, sur la définition de l'intérieur des bureaux standards de 20 mètres carrés, comment les faire autrement, mais tout ceci trouve des limites. Il va surtout essayer de développer de nouveaux dispositifs, l'idée de bureaux à mezzanine, l'idée de bureaux un peu biscornus et dans lesquels des fonctions de travail et de réunion se mélangent. Et il va surtout travailler sur des formes d'agrégation. C'est ça, là que se trouve un des aspects intéressants de ce processus extrêmement long. Ici, des hypothèses sont faites sur les formes de regroupement de bureaux de chercheurs. Ces bureaux, une fois fixés à peu près dans leurs caractéristiques, vont-ils être groupés comme un village de chiens de la prairie, donc
répartis sur un territoire assez vaste, comme on peut l'imaginer ici, desservis par en dessous, puisque les villages de chiens de la prairie sont des villages de galeries. Est-ce que ce sera une maison coloniale organisée de manière assez formelle avec un lieu central et des axes, ou est-ce que ce sera plutôt l'idée du village d'orang-outang avec des bureaux qui seraient posés comme des orang-outans sur un arbre en grappe autour de circulation. C'est cette solution qui va être développée et qui va aboutir à la mise au point du projet dans lequel progressivement des empilements, des liaisons horizontales vont être créées. Ici, nous voyons comment cette image se dégage progressivement, le socle, les différentes agrégations de bureaux, les équipements communs, et aussi une différenciation qui est intéressante parce qu'elle correspond, très américain, à la diversité, à la pluralité des mécènes qui, pour chacun d'entre eux, demandent à avoir dans un bâtiment qui est devenu un bâtiment unique et non plus un assemblage, qui demande à avoir un lieu reconnaissable. Gary dit qu'en développant ce projet, il a élaboré un système ouvert dans lequel les occupants peuvent se promener, peuvent déplacer leur équipement dans le bâtiment sans avoir à nous appeler, à faire appel à nous. Ils ne doivent pas sentir que ce bâtiment est précieux, il n'aura pas l'air précieux, il est simple et il restera simple au fil du temps. Si quelqu'un veut déplacer son équipement, il peut le faire, aller au magasin, acheter trois feuilles de contreplaqué, je le cite toujours, les clouer ensemble, les peindre, et c'est fini. C'est ce que j'appelle, dit-il, le chaos contrôlé. Et pour moi, c'est l'image de la démocratie comme pluralisme et collision des idées. Il évoque à nouveau à ce propos le spectre des peintures de Morandini, dont j'ai déjà parlé, mais il parle aussi de cette idée de la fragmentation. Vous avez le même bâtiment, principalement un bâtiment, mais il a l'air d'être fait de 10 bâtiments. Si vous regardez les connexions, les contacts entre les parties, où chacune des bouteilles qui forment le bâtiment, et que vous voyez apparaître ici, ou encore plus dans cette image, chacune des bouteilles touche la suivante, il ressemble à un seul bâtiment, mais il y en a 10. C'est comme ça que nous avons évité que ce bâtiment ne soit, il utilise le terme, gargantuesque et froid. Et donc, un des problèmes, c'est ce que j'appelais l'identification des tours. Il y a une tour ici qui est appelée la tour Bill Gates, pour rendre hommage à Gates, une autre qui s'appelle la tour Dreyfus, qui est une tour plus circulaire, parce que ce sont les deux mécènes importants à côté de Stata. Et je reviens donc à l'étude du projet, un travail sur les circulations principales et des formes de visibilité biaise, de visibilité diagonale du haut en bas et du bas en haut, un travail évidemment sur les formes que prendra l'enveloppe autour de tous ces blocs une fois qu'ils ont été définis. Et vous voyez ici différentes hypothèses, hypothèse de blocs à peu près brut, l'hypothèse de couverture partielle en métal, l'hypothèse de drapé de métal et finalement de chiffonnage de métal que vous voyez sur cette maquette. Une espèce de déferlement de métal coloré. La conclusion sera beaucoup plus tenue, vous la voyez ici, avec cette idée d'un socle très épais dans lequel passe une circulation absolument décisive l'hiver à Boston. Vous avez une circulation qui se raccorde aux circulations du campus et qui permet de relier ce lieu aux autres départements. En été, en revanche, évidemment, vous pouvez utiliser l'extérieur. Donc je reviens sur le plan. Vous voyez cet effet proche du village d'orang-outang, la circulation au rez-de-chaussée qui permet de traverser le bâtiment, même si on n'est pas censé y travailler. Les espaces ici seront finalement les thèmes traités. Et vous voyez au niveau plus élevé les tours. Ici donc il s'agira en définitive de créer des espaces pour les enseignants, les étudiants et le personnel technique. Aussi un lieu ouvert sur le campus grâce à la galerie. Et enfin
un lieu où on trouve pas simplement des amphithéâtres, mais aussi une série d'espaces de salles de séminaire et de lieux de rencontre. Donc c'est un bâtiment dont voici la coupe avec les tours, les infrastructures dans les parties basses et les labos en haut. C'est un bâtiment dans lequel Gehry expérimente les problèmes, rencontre des problèmes posés ailleurs par la rencontre entre ces formes et les fenêtres qui tendent quand même à être désespérément planes et rectangulaires. Vous voyez ici le bâtiment avant la couverture finale. La couverture finale, beaucoup de problèmes naîtront de malfaçons liées à ce revêtement. Esthétiquement, c'est un bâtiment qui va prendre des formes colorées et dans lequel les volumes définitifs semblent évoquer ce que proposera un des partenaires de Gehry, semble évoquer cette composition de léger avec ses volumes tronconiques et ses couleurs. Et enfin, à l'intérieur, nous voyons les circulations du rez-de-chaussée, un jour où elles étaient vides, un dimanche matin où le bâtiment était vide, donc d'habitude c'est tout à fait plein de monde, des circulations qui sont au fond du bâtiment mais qui reçoivent la lumière du jour, des circulations verticales qui permettent des aperçus diagonaux tout à fait extraordinaires, qui permettent de voir ce qui se trame, de deviner ce qui se trame dans les laboratoires, et surtout des laboratoires extrêmement dans lesquels les cloisons peuvent bouger, dans lesquels des groupes peuvent se former, et qui donnent à ce lieu l'ambiance d'une sorte de ruche créative. On le voit par exemple ici dans les laboratoires de robotique qui ressemblent à des ateliers de bricolage, mais c'est précisément cette image de l'atelier inventif qui ici remplace les laboratoires froids des bars du MIT classique. Donc un bâtiment très porté, très construit à l'écoute, très attentive de ses utilisateurs, dans une vision très ouverte à la transformation de ces utilisateurs dans le temps, et qui semble être resté un succès en termes d'usage, bien qu'il reste discuté dans son aspect extérieur. Merci.